La nouvelle demi-sœur gâtée de mon père m'a cruellement humiliée à son mariage, sans savoir que j'étais sur le point de devenir sa propre demi-sœur. Je suis arrivée en avance à l'hôtel avec ma nouvelle belle-mère, Azurine, prévoyant de la surprendre avant la cérémonie. Nous étions devenus proches depuis qu'elle et mon père avaient commencé à se fréquenter et elle m'avait même choisi pour être sa témoin à la place de sa propre fille, Romane, que je n'avais en fait jamais rencontrée. Mais quand cette dernière est entrée, je l'ai reconnue instantanément avec ses extensions de cheveux de mauvaise qualité et son bronzage artificiel. J'avais perdu 27 kilos depuis la dernière photo de famille que mon père avait partagée et mes cheveux étaient maintenant blonds au lieu de bruns, donc elle n'a pas réalisé que j'étais la fille qui allait devenir sa nouvelle sœur. Elle a exigé de savoir ce que diable je faisais là, me toisant de haut en bas avec dégoût. Elle a déclaré que c'était une suite nuptiale privée, réservée à la famille et aux invités, et a demandé comment j'avais pu passer la sécurité. Avant que je puisse m'expliquer, elle a crié à ses amis qu'elles avaient un problème, qu'une femme quelconque avait fait irruption dans la suite. J'ai essayé de dire qui j'étais, mais elle m'a immédiatement interrompu. Honnêtement, une partie de moi voulait voir quel genre de personne était vraiment ma nouvelle demi-sœur avant qu'elle ne sache qui j'étais. Romane a dit, en tournant autour de moi comme un prédateur, de regarder ma robe. Elle a demandé si je l'avais achetée dans une friperie. Elle a continué en disant que c'était pathétique quand les gens sans moyens essayaient de s'incruster dans des événements chics. Elle a probablement pensé que j'avais vu l'annonce du mariage en ligne et que je pouvais prétendre avoir ma place ici. 2 autres demoiselles d'honneur sont entrées et elle leur a annoncé de regarder cette femme tragique qui essayait de se fondre dans la masse avec cette robe horrible et ses chaussures délavées. Elle a ajouté que c'était vraiment triste. Quand j'ai dit que j'étais là pour le mariage, elle a ri et a affirmé que je n'étais pas sur la liste des invités. Elle a précisé qu'elle était la fille de la mariée et connaissait chaque personne invitée. Elle m'a accusé d'être probablement une de ces pique-assiettes qui essaient de voler des cadeaux ou de la nourriture. Elle m'a demandé quelle était mon arnaque, si je prétendais être l'accompagnatrice de quelqu'un. Le groupe de Romane a commencé à me filmer avec leur téléphone portable et j'ai réalisé que si je me présentais maintenant, cette vidéo de mon humiliation existerait pour toujours. Elle a pris mon sac à main sur la table, l'a retourné, et le collier de perles de ma défunte mère est tombé bruyamment sur le sol. Elle a dit, « Voyons voir ce que tu essaies de voler. » Ah, regarde, du maquillage bon marché de supermarché et un téléphone à l'écran fissuré, ce n'est certainement pas quelqu'un qui a sa place à un mariage à 100 000 €. Elle a donné un coup de pied dans le collier de ma mère en ajoutant que c'était de fausses perles aussi, quelle honte. Quand je me suis penchée pour les ramasser, elle a marché sur ma main. Elle a annoncé que la sécurité était en chemin, même si elle n'avait appelé personne, mais qu'avant, il fallait savoir qui j'étais vraiment. Elle a dit que sa nouvelle demi-sœur, Gwendoline, devrait être là et que j'occupais l'espace réservé aux personnes vraiment importantes. Elle m'a demandé si j'étais obsédée par le marié, si j'avais vu sa mère avec son fiancé riche et si j'avais décidé de gâcher sa journée. Elle m'a poussée en arrière, et j'ai trébuché contre la table de champagne. J'aurais pu dire que j'étais Gwendoline, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge en la voyant invoquer mon nom tout en étant si cruelle. Une amie a suggéré que j'étais peut-être confuse, mais Romane s'est irritée davantage. Elle a dit de ne pas me défendre, que j'étais probablement une déséquilibrée. Regarde-la, elle ne le nie même pas. Elle reste juste là comme une folle. Elle s'est approchée de mon visage et a dit que Gwendoline était la témoin et que, quand elle arriverait, elle rirait de la dérangée qui avait essayé de s'infiltrer au mariage. Elle a pris une bouteille de champagne et a commencé à la secouer. Elle a déclaré que je devais apprendre ce qui arrivait aux pique-assiettes de mariage. Elle a fait sauter le bouchon et m'a entièrement aspergée, trempant ma robe et mes cheveux. Oups. Maintenant, tu ressembles vraiment à une épave. Une épave trempée d'alcool. Parfait. Les autres filles ont ri et pris des photos pendant que je restais là, dégoulinante, pensant à ce que mon père ressentirait si je faisais une scène avant sa cérémonie. Comme je ne partais pas, elle a pris le téléphone et a vraiment appelé la sécurité de l'hôtel. Elle a dit qu'il y avait une intruse dans la suite nuptiale au dernier étage, qu'elle était instable et refusait de partir. Probablement dangereuse, peut-être sous l'influence de quelque chose. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Elle m'a souri et a dit qu'on allait m'arrêter, que c'était un délit.
Violation de propriété privée et tentative de vol. Ta vie est sur le point d'être ruinée. Elle a pris une paire de ciseaux sur la table de maquillage et s'est avancée vers moi. En fait, assurons-nous que tu ne t'infiltres plus jamais dans un autre mariage. Elle a attrapé mes cheveux et a coupé une mèche. Voilà, maintenant tu as l'air aussi folle à l'extérieur que tu le es à l'intérieur. Quand Gwendoline, la vraie témoin, arrivera, je lui raconterai comment j'ai protégé le mariage d'une harceleuse qui allait probablement blesser quelqu'un. À ce stade, j'étais dans un état de choc trop grand pour parler. C'est alors que la porte de la chambre voisine s'est ouverte et que ma belle-mère est sortie en peignoir, parfaitement coiffée et maquillée. « Gwendoline, tu es là ?» Je me demandais quand ma témoin arriverait. « Ma chérie, qu'est-il arrivé à tes cheveux ?» La main de Romane tenait toujours les ciseaux et mes cheveux coupés pendant qu'elle nous regardait l'une après l'autre, son visage perdant toute couleur lorsqu'elle a réalisé qu'elle venait de commettre un acte grave envers sa nouvelle demi-sœur. Le regard de ma belle-mère est passé des ciseaux à la mèche de cheveux blonds sur le sol, puis à mes cheveux abîmés, et tout son corps s'est raidi. Elle a traversé la pièce en courant et a pris mon visage entre ses mains, tournant ma tête pour vérifier si mon cuir chevelu avait des coupures. Pendant que Romane restait là, figée, mes cheveux encore emmêlés dans ses doigts, le champagne qui goûtait de ma robe formait une flaque sur le tapis blanc et faisait de petits bruits de clapotis à chacun de mes mouvements. Les doigts de ma belle-mère tremblaient tandis qu'elle touchait les pointes inégales où Romane avait coupé mes cheveux et elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre au début. Puis elle a dit plus fort, « Qu'as-tu fait à Gwendoline ?» Et sa voix s'est brisée en prononçant mon nom. La bouche de Romane s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti et les ciseaux dans sa main ont commencé à trembler si fort que j'ai cru qu'elle allait les laisser tomber. Séverine a reculé vers la porte et Kenza a fait de même. Toutes deux tenant toujours leur portable, mais elles ne filmaient plus. Mon père a dû entendre le bruit car il est apparu à la porte, vêtu de son smoking avec le nœud papillon encore défait et un énorme sourire sur son visage qui a disparu à la seconde où il m'a vu. Il a tout compris d'un coup. Moi, trempée de champagne avec des mèches de cheveux manquantes, Romane tenant les ciseaux, sa fiancée dont les yeux commençaient à s'embuer de larmes. Il a demandé, « Gwendoline, ma chérie, es-tu blessée ?» Et il a commencé à marcher vers moi, mais ma belle-mère examinait déjà à nouveau mon cuir chevelu. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est retournée brusquement pour faire face à Romane et sa voix est devenue dure d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Explique-toi, tout de suite, a-t-elle dit. Et Romane a finalement retrouvé sa voix et a commencé à parler si vite que les mots se bousculaient. Elle répétait qu'elle ne savait pas que c'était moi, qu'elle pensait que j'étais une intruse, que j'avais l'air différente et que je ne disais pas qui j'étais. Séverine a discrètement glissé la main dans son sac et a rangé son portable tandis que Kenza regardait de l'un à l'autre comme si elle voulait disparaître. Bastien, l'organisateur du mariage, est apparu ensuite dans son costume gris parfait et j'ai vu son sourire professionnel se figer en voyant la scène. Il a immédiatement pris son portable et a commencé à envoyer un message à quelqu'un tout en entrant plus loin dans la pièce pour évaluer les dégâts. « Nous devons reporter la cérémonie », a-t-il dit à voix basse, puis plus fort quand personne n'a répondu. Ma belle-mère a tendu la main slowly et a pris les ciseaux de la main de Romane, les posant sur la table de maquillage avant de dire à Bastien d'appeler immédiatement la sécurité de l'hôtel. Elle m'a guidée jusqu'au canapé et m'a assise, ses doigts retournant dans mes cheveux pour examiner la gravité des dégâts. Chaque fois qu'elle touchait les pointes coupées, ses mains tremblaient davantage et je pouvais voir qu'elle essayait de ne pas pleurer. Romane est soudainement revenue à la vie et a commencé à faire les 100 pas en disant que tout n'était qu'un grand malentendu. Elle répétait que j'aurais dû lui dire qui j'étais, que j'agissais bizarrement, que n'importe qui aurait fait ce qu'elle a fait en pensant que quelqu'un s'infiltrait au mariage de sa mère. Le visage de mon père s'assombrissait à chaque mot et il s'est placé entre Romane et moi, comme pour me protéger, bien qu'elle ne tienne plus les ciseaux. Jules, de la sécurité de l'hôtel, est arrivé plus vite que prévu, un grand homme en uniforme sombre qui a jeté un coup d'œil à la pièce et a immédiatement commencé à prendre le contrôle. Il a demandé à tout le monde de se calmer et a commencé à déplacer les gens dans différentes parties de la suite, plaçant Romane près de la fenêtre et me gardant sur le canapé avec mon père et ma belle-mère. Toute l'atmosphère dans la pièce a changé quand il est entré, car ce n'était soudainement plus seulement un drame familial, mais quelque chose qui pourrait impliquer la police.
Je n'avais pas dit grand-chose depuis que ma belle-mère était entrée, mais quand Jules a demandé ce qui s'était passé, j'ai finalement trouvé ma voix. Je veux porter plainte pour agression, ai-je dit, et j'ai vu le visage de Romane blêmir. Elle a immédiatement commencé à pleurer, de gros sanglots théâtraux, en disant que je ne pouvais pas faire ça. Pas aujourd'hui, pas le jour du mariage de sa mère. Ma belle-mère a fermé les yeux comme si elle ressentait une douleur physique, partagée entre sa fille, qui avait fait quelque chose de terrible, et faire ce qui était juste. Jules s'est tourné vers Séverine et Kenza et leur a demandé si elles avaient été témoins de ce qui s'était passé et toutes deux ont hoché lentement la tête. Il leur a demandé de ne pas partir et a dit qu'il aurait besoin de leur déposition et voulait savoir si quelqu'un avait enregistré quelque chose. J'ai vu la main de Kenza se diriger machinalement vers son sac et Jules l'a remarqué aussi. Bastien s'est approché de Jules et a commencé à murmurer quelque chose sur la nécessité de s'occuper immédiatement des appels des prestataires. Son portable vibrait sans arrêt et je pouvais voir les messages s'accumuler sur son écran. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a commencé à passer un appel après l'autre. Sa voix était calme et professionnelle alors qu'il disait aux gens qu'il y avait des difficultés techniques avec le système de son. Jules s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'avais des blessures physiques qui devaient être documentées. J'ai tendu ma main là où Romane avait marché et lui ai montré les marques rouges sur mes articulations. Puis j'ai pris le collier de perles de ma mère là où je l'avais ramassé par terre et lui ai montré les rayures qui n'étaient pas là ce matin. Jules a sorti son portable et a photographié ma main sous différents angles. Puis il a pris des photos en gros plan des perles endommagées. Il a pris des notes dans un petit carnet sur les dommages matériels et m'a demandé combien valait le collier. Je lui ai dit qu'il n'avait pas de prix car il appartenait à ma défunte mère, mais que la valeur d'assurance était d'environ 3 000 €. Bastien était toujours au téléphone, disant à quelqu'un que la cérémonie commencerait avec 90 minutes de retard et je l'ai entendu mentionner que les invités arrivaient déjà en bas. Mon père s'est approché de moi et m'a mis la main sur l'épaule, me demandant à voix basse si j'allais vraiment bien ou si j'avais besoin de soins médicaux. J'ai secoué la tête, mais ma belle-mère s'est approchée et a demandé à Bastien de nous donner un moment seul. Elle m'a guidé dans un coin de la pièce, près de la porte de la salle de bain, pendant que tous les autres restaient occupés. Ses yeux étaient pleins de larmes et elle n'arrêtait pas de toucher délicatement mes cheveux abîmés. Elle m'a demandé ce dont j'avais besoin d'elle à ce moment-là et je lui ai dit directement que Romane devait faire face à de vraies conséquences, pas s'en tirer avec un acte pareil juste parce que c'était le jour du mariage. Ma belle-mère a hoché lentement la tête et je pouvais voir à quel point cela lui faisait mal d'entendre ça, mais elle a compris. Romane a soudainement commencé à se déplacer dans notre direction depuis l'autre côté de la pièce, mais Jules s'est interposé juste devant elle et a levé la main. Il lui a dit qu'elle devait garder ses distances pendant une enquête en cours et ne pouvait pas s'approcher de la victime. Le visage de Romane est devenu rouge et elle a commencé à crier que c'était ridicule, que je gâchais tout exprès juste pour blesser sa mère. Séverine s'est déplacée, mal à l'aise, et s'est éloignée de son amie, ne voulant clairement pas être associée à cette crise de colère. Kenza s'est dirigée silencieusement vers Jules et lui a touché le bras pour attirer son attention. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à lui montrer et a sorti son portable. Je l'ai regardé le déverrouiller et lui montrer l'écran, expliquant qu'elle avait tout filmé depuis mon arrivée. Elle a dit que ce que Romane avait fait était mal et qu'elle était prête à partager la vidéo comme preuve. Bien qu'elle soit amie, Romane a regardé Kenza bouche bée comme si elle ne pouvait pas croire à cette trahison. Bastien a terminé un autre appel et est revenu vers le groupe avec de la sueur sur le front. Il a annoncé que nous pouvions reporter la cérémonie d'1 heure au maximum avant de perdre complètement notre créneau sur le lieu. La salle de réception avait un autre mariage plus tard et ne pourrait pas accommoder un plus grand retard. Le visage de ma belle-mère montrait tout le stress alors qu'elle essayait de décider si elle devait poursuivre le mariage ou tout reporter. Le poids de choisir entre le jour de son mariage et gérer ce que sa fille avait fait était visible dans le tremblement de ses mains. Je ne supportais plus d'être là à regarder tout le monde gérer le désastre causé par Romane, alors j'ai demandé la permission d'aller aux toilettes. À la seconde où j'ai fermé la porte derrière moi, c'est en voyant mon reflet dans le miroir que les larmes sont finalement montées. Mes cheveux semblaient avoir été attaqués, avec une section entière manquante et le reste inégal et coupé. Je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes et j'ai pleuré dans mes mains, libérant tout le choc que j'avais contenu.
On a frappé doucement à la porte et la voix d'une femme a demandé si elle était au bon endroit. Elle a dit qu'elle s'appelait Marianne Deschamps et que Bastien l'avait appelée comme coiffeuse d'urgence pour aider avec un problème de cheveux. À ce moment-là, la douceur de sa voix à travers la porte a brisé ce qui restait de mon contrôle et j'ai pleuré encore plus fort. J'ai ouvert la porte et l'ai laissé entrer, observant son sourire professionnel vaciller en voyant le désastre. Elle a immédiatement commencé à examiner mes cheveux, passant ses doigts dedans pour voir avec quoi elle devait travailler. Elle a ouvert sa mallette remplie de ciseaux et d'outils de coiffure et m'a dit qu'elle pouvait arranger ça, qu'elle avait déjà vu pire et l'avait réparé. Alors qu'elle commençait à égaliser les pointes, je pouvais entendre les voix monter dans la pièce principale. La voix de mon père a traversé la porte alors qu'il disait à Romane que son comportement était complètement inexcusable et qu'elle avait montré à tout le monde quel genre de personne elle était vraiment. Les sanglots dramatiques de Romane ont suivi, du genre qui sonnait plus comme une performance qu'un vrai chagrin. Marianne a continué à travailler fermement, sans commenter le drame extérieur, tout en façonnant ce qui restait de mes cheveux en quelque chose qui semblait intentionnel, et non le résultat d'une agression. Jules a frappé à la porte de la salle de bain et a dit qu'il devait me parler quand je serais prête. Marianne lui a dit que nous avions besoin de 10 minutes de plus et il a dit qu'il attendrait dehors avec son superviseur qui venait d'arriver. Elle a travaillé plus vite, mais toujours avec soin, créant une coupe pixie courte qui était en fait très jolie, compte tenu de ce avec quoi elle avait commencé. La porte s'est rouverte et Jules est entré avec un homme plus âgé dans le même uniforme de sécurité qui s'est présenté comme son superviseur. Ils avaient des papiers dans les mains et Jules a expliqué que si je voulais porter plainte, je devais signer les formulaires. Il a dit que l'hôtel prenait l'incident très au sérieux et avait une politique de tolérance zéro pour ce genre de comportement sur sa propriété. Le superviseur a ajouté qu'avec les preuves qu'ils avaient, l'accusation tiendrait certainement et Romane pourrait être emmenée au commissariat aujourd'hui. La décision semblait énorme, sachant que cela se produirait au mariage de mon père, mais j'ai quand même pris le stylo. À travers la porte de la salle de bain, nous avons entendu la voix de ma belle-mère, claire et ferme, malgré l'émotion contenue. Elle a annoncé que la cérémonie aurait lieu dans 45 minutes, mais serait réduite à la famille immédiate. La réception était reportée indéfiniment jusqu'à ce qu'ils puissent tout réorganiser correctement. Puis, sa voix est devenue plus dure en disant à Romane qu'elle ne participerait pas comme demoiselle d'honneur ni à aucune autre partie de la cérémonie. Le silence qui a suivi semblait lourd de la réalité des conséquences qui arrivaient enfin. Séverine a frappé à la porte de la salle de bain et a demandé si elle pouvait entrer une seconde. J'ai hoché la tête et elle est entrée, observant Marianne travailler pour égaliser les pointes inégales de mes cheveux. Elle est restée là à jouer avec son portable un moment avant de dire qu'elle était désolée de ne pas avoir arrêté Romane quand les choses ont dégénéré. Elle a admis qu'elle savait toute que Romane pouvait être méchante parfois, mais qu'elle ne s'attendait jamais à ce qu'elle aille aussi loin avec les ciseaux et le champagne. Ses mains tremblaient pendant qu'elle parlait et je pouvais voir qu'elle était sincèrement bouleversée par ce qui s'était passé. Le portable de mon père a commencé à vibrer et il a répondu en le mettant sur haut-parleur quand la voix de l'avocat de la famille a retenti. L'avocat m'a dit de tout documenter maintenant, pendant que c'était encore frais dans ma mémoire. Il a dit de prendre des photos de la marque rouge sur ma main où Romane avait marché et d'obtenir des photos de ma robe endommagée et des perles rayées de ma mère. Papa a pris le portable et a commencé à prendre des photos de ma main et des taches de champagne, pendant que l'avocat expliquait que nous avions besoin de dépositions écrites de tous les témoins immédiatement. À travers la porte, nous pouvions entendre la voix de Romane monter alors qu'elle parlait à sa mère. Elle disait que tout était de ma faute pour ne pas avoir dit qui j'étais dès le début. Elle affirmait que je l'avais laissée se ridiculiser exprès parce que je voulais la faire paraître mal au mariage. Sa voix est devenue plus stridente alors qu'elle insistait sur le fait que j'étais manipulatrice et que j'avais tout planifié pour ruiner sa relation avec sa mère. La voix de ma belle-mère l'a interrompue, nette et froide, disant à Romane d'arrêter de trouver des excuses pour son comportement inacceptable. Bastien est apparu à la porte de la salle de bain, l'air stressé et tenant sa tablette. Il a dit que plusieurs invités en bas avaient remarqué la présence de la sécurité et posaient des questions sur le retard. Il essayait de contenir la situation, mais il avait besoin de savoir quoi dire aux gens qui commençaient à s'inquiéter que quelque chose de grave se soit produit. Le directeur de l'hôtel venait d'arriver personnellement pour voir comment nous allions et voulait s'assurer que nous avions tout ce dont nous avions besoin.
Bastien a dit que le directeur était préoccupé par la réputation de l'hôtel. Si la nouvelle d'un incident dans la suite présidentielle se répandait. Jules est revenu avec plus d'informations sur les charges. Il a expliqué que l'utilisation de ciseaux comme arme en faisait une agression avec une arme par destination, ce qui était beaucoup plus grave qu'une simple altercation physique. L'accusation pourrait signifier une peine de prison avec sursis, pas seulement une amende ou des travaux d'intérêt général. Roman a dû l'entendre car ses pleurs se sont arrêtés soudainement et tout est devenu silencieux dans la pièce principale. Kenza s'est approchée de Jules en tenant son portable et a commencé à transférer la vidéo qu'elle avait enregistrée sur sa tablette. Nous nous sommes tous rassemblés pour la regarder. Même si je ne voulais vraiment pas me voir être humiliée à nouveau, la vidéo montrait tout clairement, de Roman vidant mon sac à main à m'aspergeant de champagne et me coupant les cheveux avec les ciseaux. Ma belle-mère l'a regardé pendant environ 30 secondes avant de devoir quitter la pièce, la main sur la bouche. Voir sa fille commettre ces actes à l'écran était différent que d'en entendre simplement parler. La voix de l'avocat a de nouveau retenti sur le haut-parleur du téléphone après que nous ayons vu la vidéo. Il a dit qu'avec ce genre de preuves et plusieurs témoins, les poursuites pénales tiendraient certainement si nous les engagions. Il a également mentionné que nous pourrions intenter une action civile pour dommages moraux et matériels, en plus de l'affaire pénale. Roman a commencé à respirer très vite et quelqu'un a dit qu'elle devait s'asseoir avant de s'évanouir. Mon père s'est tourné vers moi et a dit que, peu importe ce que je déciderais concernant les poursuites, Roman n'était plus la bienvenue chez nous. Il a dit que la vraie famille ne traite pas les autres de cette façon et qu'elle avait montré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance près de moi. Sa voix était ferme et en colère d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ma belle-mère est revenue dans la pièce, des larmes coulant sur son visage, mais elle n'a pas contesté sa décision. Bastien s'est raclé la gorge et a dit qu'il avait réussi à réorganiser la cérémonie avec seulement la famille immédiate et les amis les plus proches. La grande réception avec 200 invités devrait être complètement annulée. Il nous a montré les chiffres sur sa tablette et rien que les acomptes perdus s'élevaient à plus de 30 000 €. Le traiteur, l'orchestre, les fleurs pour 200 personnes. Tout cela n'était pas remboursable à ce stade. Ma belle-mère a simplement hoché la tête et a dit qu'elle comprenait, bien que son visage ait pâli face à la perte financière. Marianne a reculé et m'a tendu un miroir pour voir ce qu'elle avait fait de mes cheveux. Elle a transformé la coupe désastreuse en une coupe pixie courte qui était en fait assez jolie, même si cela ne ressemblait en rien à ce que j'avais prévu pour le mariage. Les côtés étaient très courts, mais elle a laissé un peu de longueur sur le dessus qu'elle a coiffé avec du produit pour lui donner de la texture. Elle avait fait de la magie avec ce qui restait après l'incident avec Roman. Je l'ai remerciée et j'ai commencé à pleurer, car ce petit acte de gentillesse après tout le reste m'a simplement profondément touchée. Elle m'a serré l'épaule et a commencé à ranger ses outils en disant qu'elle était heureuse d'avoir pu aider à faire quelque chose de bien d'une mauvaise situation. Jules a pris sa tablette et a commencé à expliquer mes options pendant que tout le monde regardait. Je pouvais porter plainte maintenant et faire emmener Roman avant la cérémonie. Je pouvais déposer une main courante pour la documentation sans interpellation immédiate. Je pouvais régler cela comme une affaire de famille et laisser l'hôtel conserver ses preuves dans ses dossiers. Il a précisé que l'hôtel avait suffisamment de preuves, peu importe ce que je choisirais. Les caméras de sécurité ont tout enregistré sous plusieurs angles. De plus, nous avions la vidéo de Kenza. Roman était assise sur le canapé, la tête entre les mains, pendant que Jules parlait. Séverine s'est approchée de Kenza et je l'ai entendue murmurer. Elle a dit que nous devrions partir maintenant, que ce n'était pas leur problème et qu'elle n'avait pas besoin de s'impliquer. Kenza a secoué la tête et a dit qu'elles étaient témoins et qu'elles devaient faire ce qui était juste. Séverine a pris son sac et a dit qu'elle ne serait pas traînée devant un tribunal pour ça. Kenza lui a dit de penser à ce que Roman m'avait fait avec ses ciseaux. Leur amitié s'effritait juste devant nous. Ma belle-mère est revenue dans la pièce, l'air plus calme, mais ses yeux étaient rouges. Elle s'est dirigée directement vers moi et a pris mes mains dans les siennes. Elle a dit qu'elle soutenait toute décision que je prendrais concernant les poursuites. Elle a admis que Roman n'avait jamais fait face à de vraies conséquences pour son comportement auparavant. Sa voix s'est brisée quand elle a dit que c'était peut-être ce dont sa fille avait besoin. Elle semblait plus âgée d'une certaine manière, comme si le poids de ses échecs en tant que mère l'avait vieillie.
J'ai dit à Jules que je voulais déposer une plainte, mais j'ai demandé si Romane pouvait rester à l'hôtel. Je ne voulais pas qu'elle soit emmenée avant la cérémonie. Jules a vérifié avec son superviseur par téléphone et a dit qu'il pouvait arranger ça. Romane devrait rester dans une chambre séparée sous la surveillance de la sécurité de l'hôtel. C'était plus de gentillesse qu'elle ne m'en avait montré. La maquilleuse s'est approchée et a commencé à travailler sur mon visage taché de larmes. Mon père est descendu au parking pour prendre ma robe de rechange dans sa voiture. Celle qui était trempée de champagne était complètement ruinée et sentait l'alcool. Tout le monde a fait semblant de ne pas remarquer que je recommençais pratiquement à zéro. Marianne a travaillé rapidement pour arranger mon maquillage pendant que Bastien passait d'autres appels. Jules a expliqué les conditions à Romane, qui a hoché la tête sans lever les yeux. Elle a accepté l'isolement supervisé au lieu d'être emmenée immédiatement au commissariat. 2 agents de sécurité sont venus pour l'escorter dans un petit bureau à un autre étage. Elle s'est levée lentement et a regardé sa mère une dernière fois. Son visage était désespéré et suppliant, mais ma belle-mère a simplement hoché la tête. Romane a suivi les gardes sans dire un mot de plus. Bastien s'est approché avec son portable pour me montrer le calendrier mis à jour. Les invités commençaient à poser des questions sur le retard et s'impatientaient en bas. Il leur a dit qu'il y avait eu une petite urgence médicale, mais que tout était sous contrôle. Il a dit que la vérité créerait plus de drame que quiconque n'en avait besoin à ce moment-là. Certains invités publiaient déjà sur les réseaux sociaux pour demander ce qui se passait. Bastien avait son assistant qui surveillait les publications pour s'assurer que rien ne fuite. Ma belle-mère s'est assise à côté de moi pendant que Marianne terminait mon maquillage. Elle m'a demandé si je voulais toujours être sa témoin. Après tout ça, je lui ai dit oui, parce que Romane n'allait pas m'enlever ça aussi. Elle m'a serré fort dans ses bras et a murmuré des excuses pour ce que sa fille avait fait. Elle a dit qu'elle aurait dû le prévoir et faire quelque chose avant. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai juste serré dans mes bras en retour. Nous avions 30 minutes avant le début de la cérémonie adaptée. J'ai aidé ma belle-mère avec les dernières retouches de sa robe et de son voile. Nous n'avons pas parlé de Romane ni de ce qui se passerait après ce jour. Le silence semblait étrange, mais aussi nécessaire après tout le chaos. Mon père est revenu avec ma robe de rechange, qui était plus simple que celle qui avait été ruinée. Elle était bleu marine au lieu de lavande. Tout le monde s'est retourné pendant que je me changeais derrière un paravent dans le coin. La nouvelle robe m'allait bien, même si ce n'était pas ce que j'avais prévu. Séverine et Kenza donnaient leur déposition décrite à Jules au bureau. Elles ont écrit tout ce qu'elles ont vu du début à la fin. Jules leur a fait signer et dater les papiers pour le dossier officiel. Séverine a terminé la première et est partie sans dire au revoir à personne. Kenza s'est approchée de moi avant de partir et m'a serré la main. Elle a murmuré qu'elle était vraiment désolée pour tout ce qui s'était passé. Elle a dit que Romane avait toujours été méchante, mais jamais aussi terrible. Son départ a semblé être une autre conséquence à laquelle Romane n'avait pas pensé. Bastien a vérifié sa montre et a dit que nous devions descendre à la cérémonie maintenant ou nous perdrions complètement le créneau. Je suis descendue avec mon père qui me tenait le bras pendant que ma belle-mère nous suivait avec Bastien faisant des ajustements de dernière minute à son voile. La salle de cérémonie paraissait immense avec seulement 20 personnes éparpillées dans les premières rangées au lieu des 200 chaises qui avaient été installées. Mon père n'arrêtait pas de me regarder toutes les quelques secondes pendant que je me tenais à côté de sa fiancée, tenant son bouquet. Les places vides où Romane et les demoiselles d'honneur auraient dû être rendaient tout étrange et silencieux. L'officiant a commencé la cérémonie et quand ma belle-mère a prononcé ses vœux sur l'union de nos familles dans l'amour et le respect, sa voix s'est brisée et elle a dû faire une pause. J'ai vu ma tante s'essuyer les yeux avec un mouchoir, même si elle ne savait pas ce qui s'était passé à l'étage. La cérémonie s'est terminée rapidement, sans toutes les lectures et les chansons spéciales qu'ils avaient prévues. Nous avons pris quelques photos, mais tout le monde semblait tendu et mal à l'aise. Jules s'est approché pendant que le photographe rangeait son équipement et nous a dit discrètement que Romane avait été emmenée au commissariat pour les procédures. Ma belle-mère a simplement hoché la tête et s'est retournée sans rien demander de plus. La grande réception étant annulée, nous sommes juste allés au restaurant de l'hôtel pour dîner avec les membres de la famille qui sont restés.
Tout le monde picorait sa nourriture et tenait des conversations banales sur le temps et la circulation. Mon père a gardé sa main sur la mienne pendant tout le repas et la serrait chaque fois que quelqu'un essayait de poser des questions sur Roman. Après le dîner, ma belle-mère m'a demandé d'aller dans le couloir 1 minute. Elle m'a tendu un chèque et a dit qu'il couvrirait toutes les dépenses médicales, la robe, la réparation du collier de ma mère et une thérapie si je le voulais. Elle a aussi dit qu'elle était vraiment désolée pour tout ce que sa fille avait fait et qu'elle aurait dû le prévoir. J'ai pris le chèque et lui ai dit que ce n'était pas sa faute, mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un petit bureau pendant qu'une procureure examinait toutes les preuves que Jules avait recueillies. Elle m'a montré la vidéo du portable de Kenza et les photos de ma main et de mes cheveux coupés. Elle a expliqué que Roman serait poursuivi pour violence volontaire, ce qui figurerait sur son casier judiciaire. La procureure a dit qu'avec la vidéo et les témoins, Roman obtiendrait probablement une peine avec sursis et des travaux d'intérêt général, car c'était sa première infraction. Elle m'a demandé si cela me convenait ou si je voulais pousser pour des charges plus graves. Je lui ai dit que le sursis me convenait car je voulais juste que tout soit terminé. La semaine suivante, l'avocat de Roman a appelé au sujet d'un accord où elle suivrait des cours de gestion de la colère et resterait loin de moi pendant 2 ans. L'ordonnance d'éloignement signifiait qu'elle ne pourrait assister à aucun événement familial où je serais présente ni me contacter de quelque manière que ce soit. J'ai accepté car un procès ne ferait que prolonger les choses. Ma belle-mère m'a appelé quelques jours plus tard pour me dire qu'elle s'était inscrite, elle et Roman, à une thérapie familiale. Elle a dit qu'elle avait réalisé qu'elle avait laissé Roman s'en tirer avec trop de choses pendant trop longtemps et qu'elles avaient besoin d'une aide professionnelle. Elle m'a dit que le comportement de Roman n'avait pas commencé du jour au lendemain et qu'elle se sentait responsable de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. 3 semaines après le mariage, mes cheveux avaient suffisamment repoussé pour que la coiffeuse puisse les modeler en quelque chose de normal. Le collier de perles de ma mère est revenu réparé du bijoutier, mais je pouvais encore voir de petites rayures quand la lumière les frappait d'une certaine manière. Ma main était complètement guérie, mais je sentais parfois encore cette pression fantôme de la chaussure de Roman. Les choses physiques s'amélioraient, mais je continuais à faire des rêves où j'étais piégée dans cette suite pendant que tout le monde se moquait de moi. Mon père a commencé à m'emmener dîner tous les mardis, juste nous deux. Il choisissait des restaurants loin des endroits où nous pourrions rencontrer des connaissances et nous parlions de tout, sauf du mariage. Un soir, il m'a dit qu'il était fier de la façon dont j'avais géré tout ça et que Roman ne serait plus jamais autorisé à s'approcher de moi. Il a dit qu'il s'en assurerait, même si cela signifiait manquer quelques festivités avec sa femme. Il a aussi dit qu'il aurait aimé mieux me protéger et qu'il aurait dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Roman n'a pas voulu me rencontrer avant le mariage. Ces dîners sont devenus la meilleure partie de ma semaine car je sentais que j'avais retrouvé mon père sans tout le drame de la nouvelle famille. Ma belle-mère a continué à m'envoyer des nouvelles sur les travaux d'intérêt général de Roman dans un refuge pour sans-abri et sur sa thérapie. Elle disait que Roman apprenait les conséquences et commençait à comprendre à quel point elle avait eu tort. Je n'ai jamais répondu à ses messages, mais je n'ai pas non plus bloqué son numéro. Une partie de moi espérait que Roman changerait vraiment, mais je voulais surtout oublier qu'elle existait. Le premier signe que les choses empiraient est venu quand mon portable a commencé à exploser de notifications. Bastien avait essayé de garder l'incident du mariage secret, mais quelqu'un a publié les images de sécurité en ligne. En quelques heures, la vidéo de Roman me coupant les cheveux avec des ciseaux était partout. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'envoyaient des liens et me demandaient si j'allais bien. Les commentaires sous les vidéos traitaient Roman de tous les noms. Quelqu'un a même fait un mème de son visage choqué quand ma belle-mère a dit mon nom. J'ai désactivé tous mes comptes de réseaux sociaux et j'ai arrêté de consulter mon portable, sauf pour la famille. Mes collègues n'arrêtaient pas d'en parler au déjeuner jusqu'à ce que je commence à manger à mon bureau. Les nouvelles locales ont repris l'histoire et l'ont diffusée comme un avertissement sur les incidents lors des mariages. Le visage de Roman était partout en ville comme la fille qui a agressé sa demi-sœur avec des ciseaux. 6 semaines après le mariage, une épaisse enveloppe de l'avocat de Roman est arrivée. À l'intérieur se trouvait une lettre de 3 pages de son écriture. Elle écrivait sur le fait d'avoir grandi avec la jalousie de l'attention que sa mère portait aux autres. Elle a admis avoir été méchante avec beaucoup de gens avant moi.
Elle disait qu'elle avait honte de son comportement et qu'elle comprenait si je ne voulais plus jamais la voir. Elle ne donnait aucune excuse et ne blâmait personne, elle disait juste qu'elle était désolée et qu'elle travaillait pour être meilleure. Je l'ai lu 2 fois puis je l'ai rangé dans un tiroir. Je n'étais pas prête à pardonner, mais j'ai remarqué qu'elle avait vraiment essayé. 1 mois plus tard, ma belle-mère a demandé si nous pouvions nous retrouver pour déjeuner. Nous sommes allés dans un endroit calme en dehors de la ville où personne ne nous reconnaîtrait. Elle avait l'air plus âgée et fatiguée, mais elle a souri en me voyant. Nous avons d'abord parlé de sujets neutres, comme le temps et le travail. Puis elle m'a dit qu'elle suivait aussi une thérapie pour comprendre comment elle avait élevé quelqu'un capable d'une telle cruauté. Elle a dit qu'elle avait réalisé qu'elle avait toujours trouvé des excuses pour Roman au lieu de lui apprendre les conséquences. Elle ne m'a jamais demandé de pardonner à Roman, ni même de lui parler. Elle a simplement travaillé pour regagner ma confiance. Un déjeuner à la fois. Nous avons commencé à nous voir toutes les 2 semaines et c'est lentement devenu plus facile. 3 mois après le mariage, papa a organisé son dîner d'anniversaire dans son restaurant de grillades préféré. Juste lui, ma belle-mère et moi, à une table dans un coin. Personne n'a mentionné Roman ni demandé pourquoi elle n'était pas là. Nous avons ri des mauvaises blagues de papa et partagé le dessert. Ma belle-mère lui a offert une montre et je lui ai donné des billets de concert. Cela ressemblait à un vrai dîner de famille pour la première fois depuis le mariage. Nous avons pris des photos ensemble et tout le monde semblait sincèrement heureux. Cette soirée a semblé être la preuve que nous pouvions aller bien sans Roman dans les parages. Quelques semaines plus tard, ma belle-mère a appelé pour dire que Roman avait terminé son programme de suivi psychologique. Elle a dit que Roman voulait s'excuser en personne et arranger les choses. J'y ai réfléchi pendant une journée, puis je l'ai rappelé. Je lui ai dit que j'étais heureuse que Roman reçoive de l'aide, mais que je n'étais pas prête à la voir. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Ma belle-mère a dit qu'elle comprenait et qu'elle n'aborderait plus le sujet. Elle a tenu parole et ne m'a jamais fait pression à ce sujet. L'hôtel a envoyé une lettre officielle s'excusant pour la faille de sécurité et le traumatisme que j'ai subi. Ils ont offert de payer toutes mes séances de thérapie pendant 1 an. Jules a appelé personnellement pour savoir comment j'allais. Il a dit que l'hôtel avait changé ses politiques à cause de ce qui s'était passé. Il a envoyé des fleurs pour mon anniversaire avec une note disant qu'il espérait que je me rétablissais. Le directeur nous a offert l'intégralité de la note du mariage en guise d'excuse. La gentillesse montrée par ces étrangers m'a aidé plus qu'ils ne l'imaginent probablement. 6 mois après ce jour horrible, je me suis réveillée un matin et j'ai réalisé que je me sentais à nouveau normale. Papa et ma belle-mère semblaient plus forts après avoir surmonté la crise. Ils ont appris à mieux communiquer et à fixer des limites. J'ai appris à me protéger et à ne pas me sentir coupable pour cela. Roman recevait toujours de l'aide quelque part, loin. Nous étions tous dans de meilleures situations que lors de ce mariage. La famille que nous avions prévu d'être ne s'est jamais concrétisée, mais ce que nous avons construit à la place était honnête et réel. Commentaire, j'espère que cette histoire, bien que difficile, vous a touché. Protéger sa dignité n'est jamais une réaction excessive, c'est une nécessité fondamentale. Apprendre à poser des limites claires est un acte de respect envers soi-même avant tout. Parfois, la plus grande aide vient de la gentillesse inattendue des autres. Ne l'oublions jamais. Assumer ses responsabilités, même quand c'est douloureux, est le seul chemin pour avancer véritablement. La guérison demande du temps et ne suit pas toujours une ligne droite. Choisir sa tranquillité d'esprit n'est pas un signe de faiblesse, mais de grande force intérieure. On peut espérer le meilleur pour quelqu'un tout en choisissant de le garder à distance pour se protéger. Prenez soin de vous et des limites qui protègent votre bien-être. Votre paix intérieure est votre bien le plus précieux. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.